commande pour écouter cette émission dans votre langue préférée. Merci d'être encore une fois en notre compagnie. La majorité des pays ne font que peu ou pas de progrès pour mettre fin à la corruption, tandis que les journalistes et les militants des pays corrompus risquent leur vie chaque jour pour tenter de s'exprimer. C'est ce qu'affirme Transparency International. La publication de l'indice de perception de la corruption 2017 de l'organisation indique que le phénomène est endémique dans plus de 2 tiers des pays où la répression des ONG et des médias exacerbe les niveaux de corruption. Selon le rapport, plusieurs pays ont sensiblement amélioré leur indice de perception de la corruption au cours des 6 dernières années. En Afrique, néanmoins, à en croire le rapport annuel publié par Transparency International, la médaille de premier de la classe revient au Botswana, 34e au rang mondial avec un score de 61. Suivent ensuite les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et la Namibie. Et puis tout en bas du classement, les 2 Soudans et la Somalie sont les pays les plus corrompus du monde en compagnie de la Syrie, de l'Afghanistan et du Yémen. La Somalie traînant tout en bas du classement mondial selon Transparency International. Avec nous pour en parler, Kinda Attar, expert de Transparency International au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et nous rejoint depuis Berlin, en Allemagne. Bonjour Kinda et bienvenue dans cette émission. La corruption se produit à différents niveaux et elle est bien sûr étroitement liée à l'impunité. Que se passe-t-il exactement dans ces pays comme la Somalie, le Sud-Soudan, le Soudan, la Libye, les pires d'Afrique subsaharienne? Si l'on dit que la Somalie est le dernier pays de l'indice des perceptions de la corruption, c'est parce qu'elle l'est depuis si longtemps, mais le processus de reconstruction des systèmes de gouvernement tels que le Parlement est lent. C'est pour cela que ce pays se trouve toujours à ce niveau. Aussi rapidement que ces systèmes seront en place, mieux ce sera et nous pourrons disposer d'un meilleur mécanisme anticorruption pour une fois. Ainsi, la Libye, par exemple, est confrontée à un conflit sur le contrôle des ressources naturelles et sur le choix du gouvernement qui représentera tous les Libyens et toute cette instabilité interne. C'est ce qui affecte la lutte contre la corruption et nous ne l'inscrivons pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas de système fonctionnant en tant que Parlement ou même institution indépendante qui surveillerait et tiendrait les fonctionnaires responsables. Il y a beaucoup de problèmes financiers et de transactions qui ne sont pas surveillés, de grands cas de corruption qui peuvent survenir, mais il n'y a personne pour les tenir responsables. Et il existe des lois qui ne sont pas en place pour prévenir l'impunité. Au Soudan et au Sud-Soudan, nous menons également des négociations de paix et vous avez alors l'agenda anticorruption mis de côté. Et cela ne figure malheureusement pas non plus sur la liste des priorités de ces négociations parce que cela pourrait être un facteur de ce qui se passe dans le pays. Donc, en général, différents aspects de la lutte contre la corruption dans ces pays, mais nous savons ainsi que la pauvreté et les mécanismes médiocres, ainsi que la faible participation de la société civile et des populations en sont aussi la raison. Kinda, it is important to note that some of these countries that you mentioned are conflicted countries or regions where governments appear more focused on ending the war there, or the civil conflicts there. Isn't that enough? Qu'en est-il de la complexité de la lutte contre la corruption dans les régions frappées par les conflits? Dans les pays en proie à des conflits ou dans les pays instables, le défi de la lutte contre la corruption commence par l'absence de système de gouvernement adéquat. La priorité est donc d'abord de construire le système, de construire le gouvernement et les institutions dont les programmes de lutte contre la corruption sont mis de côté. Par conséquent, toute place pour la corruption est toujours là. C'est pourquoi elle contribue à la lutte contre le fléau et le manque de système et de responsabilité
et la perspective de surveillance. Quel serait le rôle d'un gouvernement et quelles circonstances devraient changer pour que ces perceptions de la corruption changent plus tôt? Je pense que le continent a une perspective positive. Il y a des pays qui ont pris le temps de mettre à l'ordre du jour la lutte contre la corruption. Vous avez de bons exemples de volonté politique. Il pourrait y avoir de bons mécanismes pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend la décision de lutter contre la corruption. Mais s'il y a une volonté politique et une volonté populaire, il y aura ce changement. Vous avez plusieurs exemples sur le continent, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Dans ces pays, ils ont augmenté dans l'indice depuis plusieurs années, mais ils ont aussi établi des lois et des règlements qui empêcheraient la corruption et ne permettraient pas non plus que d'autres formes de corruption se forment. Donc, cette année est donc aussi l'année de lutte contre la corruption de l'Union africaine. C'est donc une autre chance pour l'Union africaine de forcer les dirigeants à mettre en œuvre cette volonté politique sur le terrain pour lutter contre la corruption. What many Kinder will be willing to see in order to improve the corruption index on the continent. I'd like to thank you for speaking with us, Kinder. Merci beaucoup, Kinda Attar. Je rappelle que vous êtes expert de Transparency International au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Merci beaucoup.